Merci de votre fidélité. Il est avec nous comme chaque lundi matin. Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien et romancier. Bonjour Raphaël. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous toujours au rendez-vous pour commenter cette actualité. Alors on va peut-être commencer par la situation au sud Liban. Tsahal qui a détruit hier, on l'a appris ce matin, un tunnel du groupe terroriste de plus de 200 mètres de long, 25 mètres de profondeur. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que l'infrastructure militaire du Hezbollah reste quand même largement intacte ou pas? Non, il y a un affaiblissement certain des atouts militaires du Hezbollah au sud Liban en tous les cas. Il y a une destruction massive d'entrepôts d'armement, de tunnels tactiques, lesquels montrent à quel point le Hezbollah préparait un second 7 octobre. Il est évident qu'on pourrait faire plus, mais en attendant, il y a une prise de contrôle d'une frange de la frontière israélo-libanaise qui permet d'assurer une meilleure sécurité du nord d'Israël. Alors on parle aussi en parallèle de cet accord cadre entre Israël et le Liban pour justement anéantir le Hezbollah, l'accord qui devrait commencer d'ailleurs à entrer en vigueur ce matin avec un déploiement de l'armée libanaise sous supervision de l'armée américaine. Concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? Qu'est-ce que ces armées vont faire? Alors, concrètement, on donne sa chance d'une certaine manière au Liban de reprendre son destin en main avec un appui plus ou moins discret des Américains et des Israéliens. Alors évidemment, à Beyrouth, on voudrait voir Israël ne pas occuper une partie du sol libanais pour montrer leur souveraineté, leur indépendance, mais d'un autre côté, il s'agit ici d'un moment qui pourrait être historique dans les relations entre les deux pays, avec quand même une sorte de bouleversement psychologique, oserais-je dire, de la part de Beyrouth, qui négocie directement avec Israël et qui est prêt à envisager un État, en tous les cas, de non-guerre et une possible coopération stratégique, car dans l'ensemble, tout cela va demander, tôt ou tard, des coordinations directes et des contacts beaucoup plus étroits et directs entre les deux armées, entre les deux pays, pour donner sa chance effectivement au Liban, qui comprend bien que c'est une occasion à ne pas rater s'il veut se dégager non seulement du problème du Hezbollah, mais de la férule iranienne. Alors ils comprennent effectivement cela, mais au Liban, il y a des réactions plutôt mitigées. On a entendu notamment hier le président du Parlement libanais, il me semble, qui est proche du Hezbollah, dire que cet accord ne sera jamais signé, car Israël est trop avantagé finalement dans cet accord. Et puis tous les dirigeants libanais, alors en surface en tout cas, disent que ce sera l'occasion aussi de se débarrasser d'Israël à long terme. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Alors, il est certain qu'une partie du monde politique libanais s'oppose à cet accord, et non seulement le monde politique, mais même le monde militaire, car dans l'armée libanaise, il y a presque un tiers de chiites, qui sont en fait des sympathisants naturels de Hezbollah, donc ça pose également problème. Dans l'ensemble, je pense qu'on est quand même en train d'avancer à grands pas. Ils n'auront pas le choix. Oui. Voilà, une nouvelle ère. Je pense que c'est plus ce qu'ils n'auront pas le choix. Et les chiites ne sont pas en majorité. Alors il y a évidemment, au-delà de la question du Sud-Liban, Gaza. On en parle de plus en plus dans la presse israélienne. Selon la chaîne Cannes 11, le Hamas produirait à nouveau, Raphaël, des missiles, recruterait massivement, notamment pour les unités de la Noukba, on le sait, qui sont responsables des massacres du 7 octobre en Israël. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de la puissance de frappe du Hamas? À quel point le groupe terroriste est-il redevenu fort, entre guillemets, dans la bande de Gaza? Le groupe terroriste n'est pas aussi menaçant qu'il l'était le 7 octobre, malgré tout. Alors c'est vrai qu'il y a du recrutement de jeunes qui sont d'ailleurs pas encore suffisamment formés. Il y a la façon de se refaire une santé, entre guillemets, militairement, et la partie sous domination Hamas de Gaza est une partie de terreur, où la population est absolument terrorisée par les membres du Hamas. Et donc là, c'est sûr que la menace se précise.
Pour l'instant, tout est monitoré, ça suit de très près tout ce qui se passe dans la bande qu'il n'occupe pas, est prêt à intervenir. D'ailleurs, il y a eu des manifestations, hein, il me semble, des habitants palestiniens contre le Hamas ces derniers jours, mais bizarrement, on en entend vraiment très peu parler dans la presse internationale, en France notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, ça ne m'étonne pas du tout, c'est l'hypocrisie habituelle d'une certaine presse qui ne donne la voix aux Palestiniens que quand c'est une voix anti-sioniste, antisémite, et lorsqu'il y a un mouvement de regarder ce qu'ils font avec le peuple iranien, ils ignorent complètement la souffrance du peuple iranien. Oui. De la même manière, c'est fait partie de la grande décadence intellectuelle et morale occidentale, et surtout d'une certaine presse qui n'est plus même une presse journalistique, mais une presse d'opinion de bas étage. Il y a le Hamas à Gaza, il y a le Hamas aussi en Judée-Samarie. On voit des opérations aussi qui se multiplient dans les territoires. La Judée-Samarie, est-ce que c'est aussi en train de devenir finalement un problème pour les forces israéliennes? Ben, ça l'a toujours été, et en fin de compte, on a une bonne poigne, oserais-je dire, sur la Judée-Samarie. On évite quand même des attentats, on maintient plus ou moins l'ordre. Le seul point noir en Judée-Samarie, c'est plutôt du côté israélien, c'est-à-dire les terroristes juifs des collines qui attaquent des villages palestiniens. Chose qui évidemment ne calme pas le jeu, loin de là, Oui. et de l'eau bénite évidemment pour les élites d'Israël. Le véritable problème aujourd'hui dans tout cela, et qui est la chose la plus grave qui se passe, c'est que pour l'instant le gouvernement et le ministère des Finances refusent d'allouer à Tsahal les milliards de shekels supplémentaires que Tsahal réclame pour mener toutes ces opérations sur tous ces fronts différents. On vient de nommer vraiment tous les jobs que Tsahal doit assumer, et malheureusement, on apprend ce matin que pour l'instant, Tsahal ne reçoit pas les fonds qu'il demande. Et puis, il y a aussi cette question des juifs orthodoxes réfractaires au service militaire. Les poursuites contre eux vont être suspendues, ce qui ne va pas arranger la situation de l'armée israélienne, hein, Raphaël. Ben non, il y a un manque au minimum de 12 000 soldats et soldates dans Tsahal, c'est le minimum, alors que vous avez 60 000 ultra-orthodoxes qui se défilent, alors que je précise tout de suite qu'il y a énormément de rabbins des yeshivot, SDR et autres mouvements qui prônent le service militaire, qui envoient la jeunesse s'engager dans l'armée. Donc c'est pas tout le monde. Malheureusement, dans le même temps que le gouvernement n'accorde pas quelques milliards de shekels en plus que Tsahal demande, il les accorde joyeusement à ces partis ultra-orthodoxes pour des raisons de coalition politique. Et nous sommes ici dans une crise sécuritaire, mais aussi sociétale. Car en fin de compte, nous sommes tous un même peuple, dans un même pays, et il va falloir qu'on arrive à s'arranger, à être ensemble et non pas divisés. Malheureusement, il y a une frange, comme je l'ai dit en Judée-Samarie, aussi dans le milieu ultra-orthodoxe, une frange très extrême qui sème la dynamique, qui divise le pays, et c'est extrêmement dommage car nous sommes un pays en danger. Un mot, Raphaël, de la reconnaissance par Israël du génocide arménien. Gideon Sa'ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, a dit qu'il n'était jamais trop tard pour le faire, que c'était un devoir moral. C'était un devoir moral de reconnaître le génocide des Arméniens. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Pas mieux vaut tard que jamais. C'est beaucoup trop tard. Ça faisait longtemps qu'Israël aurait dû reconnaître le génocide arménien au lieu d'avoir des calculs politiques face à la Turquie pour être en bonne ou pas en bonne avec la Turquie. Je pense qu'en tant que victime d'un génocide nous-mêmes, notre peuple avait le devoir moral de reconnaître ce génocide depuis longtemps. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est pour irriter la Turquie, puisqu'on sait que les tensions sont très fortes entre les deux pays, Erdogan qui ne cesse chaque jour d'accuser Israël de génocide, est-ce que c'était pour irriter la Turquie ou c'était véritablement par empathie pour le peuple arménien? Quelle est votre analyse, vous, de la situation? Je vous avais dit un peu des deux, parce qu'en fin de compte, on en discutait déjà de cette possibilité de reconnaître le génocide. Là, bien sûr, il y a un moment politique qui est exploité. J'espère que la bonne raison, c'est quand même notre stature morale et nos valeurs juives de reconnaître
ce qui est quand même une immense tragédie humaine. Il n'y avait aucune raison de ne pas la reconnaître, même si il y a eu un peu d'eau dans le gaz ces dernièrement entre l'Arménie et Israël sur le plan géopolitique. Il y a ici un devoir de mémoire. Nous attendons la même chose d'ailleurs du peuple arménien qui reconnaisse la Shoah des Juifs. Je pense que c'est un minimum moral et que nous y sommes pris un petit peu tard quand même, et c'est dommage. Et je pense que les Arméniens reconnaissent la Shoah. En tout cas, l'État arménien reconnaît la Shoah, mais c'est vrai que les deux pays connaissent des troubles, notamment à cause de l'Azerbaïdjan. Vous espérez un rapprochement quand même, Raphaël, entre l'Arménie et Israël, malgré la proximité, on le sait, de l'Arménie avec l'Iran? Alors là, c'est le problème, c'est comme je l'ai dit, vous avez les peuples et vous avez la politique. Les peuples sont des peuples qui ont souffert, ce sont des minorités. Entre les pays, il y a une structure géopolitique actuelle et effectivement, il y a un conflit d'intérêts entre la stratégie arménienne et la stratégie israélienne. Oui. C'est quelque chose qui est malheureusement géostratégique. Ça ne devrait pas influencer les rapports humains et moraux entre deux peuples. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Jérusalemi, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir. Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.